Si tu es passionné par les mystères oubliés, les affaires classées et les histoires vraies qui hantent encore les terres de France, alors abonne-toi dès maintenant. Ici, nous réveillons les secrets que le temps a tenté d'ensevelir. Le vent du soir glissait au-dessus des champs de lavande, faisant onduler les fleurs mauves comme une mer parfumée. Le soleil se couchait derrière les collines ocres du Luberon, teintant le ciel de nuances pourpres. C'était l'été 1968, et dans ce décor que les cartes postales décrivaient comme idyllique, quelque chose d'obscur s'apprêtait à émerger de la terre. L'air semblait lourd, saturé non seulement du parfum de lavande, mais d'une présence invisible, oppressante, que personne ne savait encore nommer. Les cigales chantaient, insouciantes. Pourtant, au-delà des silhouettes des fermes provençales, une inquiétude discrète s'insinuait déjà dans les conversations des villageois. Une disparition. Puis un silence trop profond. Ce fut un jeune garçon du hameau voisin, Éloi Morin, 12 ans à peine, qui découvrit le premier signe que quelque chose n'allait pas. Il rentrait du cours d'eau où il avait passé l'après-midi à pêcher, son seau vide mais le cœur léger. Il traversait le vaste champ de lavande qui appartenait à la famille Beaumont, l'un des domaines les plus anciens de la région. C'était un raccourci qu'il empruntait souvent, malgré les recommandations sévères de sa mère. On ne traverse pas la propriété des Beaumont, Éloi. Il n'aime pas ça. Mais le garçon n'avait jamais vu le mal à marcher entre les rangées violettes. Ce soir-là, pourtant, l'air semblait différent. Le chant des cigales s'était interrompu brusquement, comme étouffé par une présence étrangère. Éloi ralentit sa marche. Le bruissement du vent s'était tu lui aussi. Le silence était si pesant qu'il pouvait entendre ses propres pas écraser la terre sèche. Puis, il sentit l'odeur. D'abord subtile, presque imperceptible sous le parfum puissant de la lavande. Mais en avançant, l'odeur devint plus forte. Lourde. Fade. Une odeur que ni les fleurs, ni le vent chaud du sud ne pouvaient masquer. Une odeur qui prenait à la gorge. Il pensa qu'un animal avait dû mourir là, peut-être un renard ou un sanglier. Pourtant, quelque chose le poussait à continuer. Un mélange de curiosité et d'appréhension, comme si une force invisible le guidait entre les rangées de lavande, plus profondément qu'il n'était jamais allé. Le sol devint inégal sous ses pieds. Il trébucha sur quelque chose de dur, presque enfoui. Il baissa les yeux. Une forme claire dépassait du sol, souillée de terre. Son cœur se mit à battre plus vite. Il s'accroupit et, de ses petites mains tremblantes, écarta la terre sèche. Ce qu'il vit glaça son sang. Une main. Une main humaine, livide, figée, les doigts crispés comme si la mort avait été violente. Éloi hurla. Un cri long, perçant, qui se perdit dans l'immensité du champ. Les adultes accoururent. Le père d'Éloi arriva le premier, suivi de deux voisins. Ils pensèrent d'abord que l'enfant avait été mordu par une vipère ou attaqué par un chien errant. Mais quand ils virent la main, ils reculèrent d'horreur. On prévint la gendarmerie de Carpentras, qui se rendit sur place immédiatement. Lorsque les gendarmes déterrèrent le corps, la nuit était déjà tombée. Des lanternes éclairaient la scène d'une lumière tremblante, projetant des ombres inquiétantes sur les rangées de lavande. Le corps était celui d'une jeune femme. Entre 20 et 25 ans, selon le médecin qui fut appelé sur place. Son visage avait été recouvert d'un foulard noué derrière la tête, comme si quelqu'un avait voulu la priver de regard ou de dernier souffle. Sa robe, légère, évoquait un tissu d'été, mais déchiré par endroits. Aucun sac, aucun papier, aucun signe d'identité. L'affaire commença ainsi, dans ce champ apparemment paisible, où la Provence cessait d'être une carte postale pour révéler ses ombres. Mais ce que personne n'imaginait encore, c'était que la découverte du corps ne ferait pas seulement naître une enquête. Elle raviverait aussi de vieux murmures, des histoires que les plus anciens du village avaient toujours refusé de raconter aux plus jeunes. Car cette terre, disait-on, n'avait pas seulement gardé le parfum de la lavande. Elle avait, depuis longtemps, absorbé le souvenir d'un autre secret. Les gendarmes installèrent un périmètre autour du champ. Les habitants, attirés par la rumeur qui s'était répandue aussi vite que la brise du soir, restaient groupés derrière la barrière improvisée de cordes et de lampes tempêtes. On parlait à voix basse, comme si élever la voix risquait de réveiller quelque chose de profondément enfoui. Les visages étaient fermés, pâles, comme si chacun savait ou pressentait quelque chose qu'il n'osait avouer. Le maire du village, un homme robuste aux favoris fournis nommé Lucien Delmas, arriva en dernier, essoufflé. Son regard resta figé sur le corps, encore à demi couvert de terre. Il sembla soudain vieilli de 10 ans. Il se racla la gorge et s'approcha du capitaine de gendarmerie. Pas un mot de tout cela à la presse, pour l'instant. On ne veut pas d'histoire. Vous comprenez ? Le capitaine, un homme maigre aux yeux perçants, acquiesça sans répondre. Il observa la scène, puis son regard s'attarda sur les collines sombres à l'horizon.
comme si l'obscurité dissimulait déjà les réponses qu'il aurait à chercher. Le corps fut transporté discrètement vers la petite morgue du village, une pièce froide attenant à l'ancien couvent, reconverti en mairie et dispensaire. Les gendarmes restèrent encore un long moment dans le champ, cherchant des indices sous la lueur vacillante des lampes, mais la nuit semblait avaler chaque trace, chaque empreinte, chaque signe du passage du meurtrier. Ce soir-là, les habitants se couchèrent tard, l'esprit troublé. Dans les maisons aux volets bleus, les fenêtres restèrent ouvertes bien plus longtemps que d'habitude. Certains se signèrent avant d'aller dormir. On dit que plusieurs prièrent pour que ce ne soit pas comme « la dernière fois ». Mais personne ne précisa ce que signifiait cette phrase. Le lendemain matin, la Provence, d'habitude baignée d'une lumière joyeuse, paraissait lourde, presque grise. Une brume inhabituelle flottait au-dessus des champs. On entendait moins les cigales, comme si la nature retenait son souffle. Le docteur chargé d'examiner le corps était un homme méthodique, connu pour sa discrétion. Il constata plusieurs éléments troublants. La femme était morte depuis quelques jours au moins. On ne l'avait pas simplement enterrée. On l'avait déposée là, avec une forme de mise en scène étrange. Ses mains étaient jointes sur son ventre, comme celles d'une statue funéraire, mais ses ongles étaient cassés et portaient encore de la terre. Elle avait essayé de se défendre, ou de sortir, ou les deux. Mais c'était un autre détail qui troubla le docteur plus profondément. Autour de son poignet gauche était noué un petit fil de laine rouge. Fin, presque invisible. Pas un bijou. Pas un ruban. Juste un fil. Pourtant, dans cette région, ce fil n'était pas anodin. Il évoquait quelque chose de plus ancien qu'un simple objet. Lorsque le maire fut mis au courant de ce détail, son visage se décomposa. Il s'assit lourdement, comme si son corps n'avait plus la force de porter un secret qui pesait depuis des années. Il demanda que le fil soit conservé, mais que personne dans le village ne soit informé. Pas encore. Pendant ce temps, la nouvelle s'était répandue malgré les précautions. Au marché, sur la place, près de la fontaine, les langues se déliaient. On ne parlait pas seulement du corps. On parlait aussi d'une vieille histoire, d'un malheur survenu autrefois dans le même champ. Les plus vieux du village, ceux dont les visages semblaient sculptés dans le bois, échangeaient des regards lourds de sens. Ils disaient juste, il fallait s'y attendre. On n'aurait jamais dû oublier. Mais si quelqu'un tentait d'en savoir plus, il se murait dans le silence. La découverte du corps n'était que le début, car ce champ de lavande ne portait pas seulement en lui l'odeur du parfum provençal. Il abritait aussi un passé qui refusait de rester enterré. Et bientôt, la Provence allait se souvenir. Les gendarmes commencèrent leurs premières interrogations dès l'aube. Ils se rendirent chez les Beaumont, les propriétaires du champ. La famille vivait dans un mas en pierre claire, entouré de cyprès, à l'écart du village. Une demeure ancienne, transmise de génération en génération. La façade était impeccable, mais derrière cette perfection se cachait une tension palpable. Monsieur Beaumont, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard sombre et aux mains burinées par le travail de la terre, accueillit les gendarmes sur le pas de sa porte. Il affirma n'avoir rien vu, rien entendu. Selon lui, personne ne venait sur ces terres sans qu'il s'en aperçoive. Pourtant, le champ où l'on avait trouvé le corps se situait à une certaine distance du mas, et il admit qu'il ne s'y rendait pas tous les jours. « Et ce fil rouge, vous en avez déjà vu ?» demanda le capitaine d'une voix neutre. Un bref instant passa, presque imperceptible, mais suffisant pour que les gendarmes repèrent l'hésitation. Les yeux de Beaumont se voilèrent. Il serra les dents, comme s'il regrettait qu'on lui ait posé cette question. Puis il répondit, trop vite. « Non. Jamais. Ce doit être un objet venu d'ailleurs. Probablement une étrangère. » Le capitaine nota mentalement ce détail. Il avait vu ce genre de réaction plus d'une fois. Ce n'était pas le mensonge qui trahissait les gens, mais le silence qu'ils tentaient d'étouffer derrière leurs mots. Dans le village, certains habitants affirmaient avoir vu, quelques jours avant la découverte du corps, une jeune femme inconnue passer près de l'église. Une silhouette fine, vêtue d'une robe claire, un foulard dans les cheveux. Elle semblait chercher une adresse, ou quelqu'un. On se souvenait de son sourire, gracieux mais lointain, comme celui d'une personne qui porte un secret. Mais aucun de ces témoins ne s'accordait sur la couleur de ses yeux, ni sur sa voix. Comme si elle avait traversé le village telle une ombre. Au café du centre, les murmures gonflaient comme un orage. Parmi eux, un nom revenait souvent, la fille des lavandes. Un surnom étrange, susurré, presque craint. On disait que ce n'était pas la première femme retrouvée dans ces champs. 40 ans plus tôt, avant la guerre, une autre jeune femme avait disparu. Et, selon certains, elle portait elle aussi un fil rouge. Ce soir-là, le capitaine fit un tour dans le village, seul, espérant entendre les mots que les habitants n'osaient pas dire à voix haute.
Il marcha jusqu'à la petite chapelle Sainte-Anne, au sommet d'une colline, où l'on disait que les plus anciens du village se réunissaient parfois à la nuit tombée. Il trouva la chapelle ouverte. À l'intérieur, une vieille femme, assise sur le dernier banc, priait. Elle se retourna à son approche. Ses yeux, d'un bleu trouble, semblaient avoir vu plus de saisons qu'on ne pouvait l'imaginer. Elle savait pourquoi il était là, avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Vous êtes venu pour elle, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce mais usée. Le capitaine s'assit à côté d'elle. Qui était-elle? La vieille femme fixa les cierges allumés devant l'autel. Les flammes vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Ce n'est pas la première fois qu'une jeune femme est retrouvée dans ce champ. La terre se souvient, même quand les hommes essaient d'oublier. Elle ferma les yeux un instant, comme si la mémoire lui brûlait encore le cœur. La dernière fois, c'était en 1927. On l'appelait Élise. Une fille douce, belle comme un matin d'été. Elle aussi portait un fil rouge. Et elle aussi avait été trouvée dans les lavandes. Le capitaine sentit un frisson le parcourir. Pourquoi un fil rouge? La vieille femme tourna vers lui un regard où se mêlaient tristesse et crainte. Pour lier une promesse, ou pour marquer une malédiction. Cela dépend de celui qui fait le nœud. Un silence lourd suivit. Puis elle ajouta dans un souffle. Ce n'est pas un hasard si elle est revenue cette année. 1968 était l'année du retour annoncé. Certains ici le savaient. D'autres ont refusé d'y croire. Mais moi, je savais que le destin réclamerait ce qu'on lui avait pris. Le capitaine voulut en savoir plus, mais la vieille femme posa un doigt sur ses lèvres. Attention à ce que vous déterrez, mon capitaine. Certaines vérités ne demandent qu'à rester sous terre. La nuit enveloppa encore un peu plus la chapelle. Dehors, le vent faisait frissonner les cyprès, comme s'il chuchotait un avertissement. Ce soir-là, le capitaine comprit qu'il ne faisait pas face à un simple meurtre. Il faisait face à une histoire tissée depuis des générations, faite de secrets, de non-dits, et de fils invisibles que la Provence tirait doucement vers la surface. Le lendemain, avant même que le soleil ne se hisse au-dessus des collines, un second événement vint troubler la fragile routine du village. Un chien de berger, appartenant à la famille Arnaud, se mit à aboyer sans relâche près du lavoir communal. Les habitants, déjà nerveux, sortirent de leur maison, attirés par le vacarme. Le lavoir était un lieu de passage, au cœur du village, où l'eau claire coulait constamment d'une source ancienne que l'on disait bénie. Mais ce matin-là, l'eau n'était plus claire. Un foulard flottait à la surface, imprégné d'une substance sombre, lourde, qui se diffusait lentement dans le bassin. On aurait dit du sang. Le chien grognait, tirant sur sa laisse, comme s'il voulait prévenir un danger invisible. La propriétaire, Madeleine Arnaud, l'une des voix les plus bavardes du village d'habitude, resta muette en voyant le tissu. Son visage se décomposa. Elle recula d'un pas, le regard figé. C'est le même tissu que celui qu'elle portait. Souffla quelqu'un derrière elle. Le capitaine, alerté, arriva quelques minutes plus tard. Il récupéra le foulard à l'aide d'une branche. Le tissu était ancien, aux motifs floraux délavés, mais ce qui attira immédiatement son attention était un détail précis. Un minuscule fil rouge cousu à l'intérieur de l'ourlet, comme une signature secrète. Ce deuxième indice n'avait rien d'un hasard. Il semblait presque déposé. Lorsque l'objet fut emporté, le silence s'étira, dense. Les habitants se regardaient, certains avec peur, d'autres avec accusation dans le regard. Le malaise grandissait et se transformait en suspicion. Dans un village où tout le monde se connaissait, la moindre ombre suffisait à semer le doute. Pendant ce temps, à la morgue, un homme venu de Marseille examinait de nouveau le corps. Un expert judiciaire, envoyé en renfort. Il remarqua un détail que le premier médecin avait manqué. Sur la peau de la jeune femme, juste sous la clavicule, une marque presque effacée par le temps, mais encore visible sous la bonne lumière. Une brûlure légère, en forme de cercle incomplet, comme si on avait posé un métal chauffé contre elle, puis retiré avant de l'achever. Ce symbole, il l'avait déjà vu. Dans un dossier ancien, oublié, sur une affaire mystérieuse du sud de la France, classée sans suite. Là aussi, il y avait eu un fil rouge, un corps de jeune femme, une marque près du cœur. Et un village muré dans le silence. Il demanda à consulter les archives locales. Au même moment, le capitaine retourna au champ de lavande. Il voulait revoir la terre, comprendre comment le corps avait été enfoui. La brise matinale agitait les rangées violettes, mais l'endroit semblait déjà différent, comme s'il avait absorbé la présence de la mort et s'était refermé sur lui-même. Il observa longuement l'endroit où le corps avait été trouvé. Quelque chose le dérangeait. Il s'agenouilla, passa la main sur la terre sèche. Il remarqua alors de fines traces circulaires, à peine visibles, comme si l'on avait posé un objet rond avant de reboucher la fosse.
Un sceau, un symbole, ou autre chose. À quelques pas de là, entre deux rangées, il remarqua des marques de pas. Pas des traces de chaussures masculines comme il s'y attendait. Non. De petites empreintes fines, légères, presque enfantines. Pieds nus. Elles allaient du cœur du champ jusqu'à la route, puis disparaissaient. Le capitaine sentit un frisson glacial remonter sa colonne. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait quitté le champ après y avoir laissé un message. En quittant les lieux, il aperçut une silhouette au loin. Sur la route de terre, une jeune femme marchait, vêtue d'une robe claire, un foulard dans les cheveux. Elle semblait sortie tout droit du tableau décrit par les témoins. Il accéléra le pas, mais avant qu'il ne puisse l'interpeller, elle tourna au coin du mur en pierre, et disparut. Il se mit à courir. Rien. Pas un bruit. Pas une trace. Comme si la lavande avait avalé son ombre. Le soir venu, le village entier semblait trembler d'une tension invisible. Les volets se fermèrent plus tôt que d'habitude. Les ruelles se vidèrent. Seules quelques lumières restèrent allumées derrière les rideaux. La Provence, si vibrante d'ordinaire, semblait retenir son souffle. Et lorsque les cloches de l'église sonnèrent 22 heures, un événement glaça ceux qui étaient encore éveillés. La lavande se mit à frémir. Pas sous l'effet du vent, car l'air était immobile. Mais comme si quelque chose se déplaçait, lentement, sous la surface du champ. Une ondulation, douce d'abord, puis plus marquée. Une ligne se forma, comme si quelque chose traçait un chemin invisible entre les rangées, se dirigeant vers le village. Et certains jurèrent plus tard avoir entendu un murmure porté par la brise, un murmure lointain, presque un chant ou un appel. Il semblait venir du champ, et répondre au son d'une voix jeune, trop jeune. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Même ceux qui tentaient de fermer les yeux restaient éveillés, le cœur battant au rythme irrégulier d'une peur ancienne. On aurait dit que le silence lui-même surveillait les maisons, prêtes à s'insinuer sous les portes. Dans la petite maison en bordure du village, près du vieux puits, vivait la famille Reynaud. Le père, Antoine, était connu pour être cartésien, imperméable aux superstitions locales. Il se moquait des histoires que l'on chuchotait sur la fille des lavandes. Pour lui, tout avait une explication logique, un meurtrier, un complice, un détail rationnel. Rien d'autre. Mais cette nuit-là, l'assurance d'Antoine se fissura. Vers minuit, il fut réveillé par un bruit sec contre la fenêtre du salon. Comme un léger grattement. Pensant qu'un chat errant cherchait à entrer, il se leva, un peu agacé. Il traversa le couloir dans l'obscurité, sans allumer la lumière, pour ne pas réveiller sa femme et sa fille de 8 ans, Lucille. Le bruit recommença. Plus insistant. 3 coups, comme de petits ongles contre le verre. Antoine s'approcha de la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau. D'abord, il ne vit rien. Puis, dans la pâle lueur de la lune, il remarqua une petite silhouette debout devant la maison, immobile. Une enfant. Pieds nus. Une robe blanche légère. Les cheveux collés aux joues, comme si elle sortait de l'eau ou de la brume. Antoine sentit sa gorge se serrer. « Tu es perdu ?» demanda-t-il en ouvrant la fenêtre de quelques centimètres. La fillette leva lentement la tête. Ses yeux étaient sombres, insondables. Elle ne semblait pas avoir d'âge. Ni sourire, ni expression. Juste un regard fixe, vide, qui transperçait la nuit. « Tu dois rentrer chez toi, il est tard. »« Où sont tes parents ?» Aucun son ne sortit de la bouche de l'enfant. Mais elle leva lentement sa main. Et Antoine remarqua ce qu'elle tenait entre ses doigts, un fil rouge, identique à celui retrouvé au poignet de la jeune femme morte. Il recula d'un pas, le souffle court. « Qui t'a donné ça ?» La fillette se tourna alors vers le champ de lavande au loin. Très lentement, comme si un fil invisible la tirait. Puis elle fit un pas en arrière, puis un second. Antoine ne réalisait pas qu'il était en train de suivre le même mouvement, fasciné, inquiet, piégé par une curiosité incontrôlable. La fillette pivota, et en quelques instants, disparut dans l'obscurité, absorbée par la nuit comme elle en était sortie. Antoine resta figé. Une partie de lui voulait fermer les volets, réveiller sa femme, appeler à l'aide. Une autre ressentit un besoin irrépressible de comprendre. De vérifier que la fillette n'était pas blessée ou en danger. Et c'est cette impulsion qui le fit enfiler sa veste et sortir, sans réfléchir davantage. Il traversa la rue, passa devant la fontaine silencieuse, et s'engagea sur le chemin de terre qui menait aux lavandes. Plus il avançait, plus l'air devenait lourd, saturé d'un parfum oppressant. Pas seulement de lavande. Quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique. Le goût du sang dans l'air. Le champ scintillait sous la lune. La brume semblait onduler entre les rangées, comme un voile vivant. Antoine appela. « Petite.
Où es-tu? Aucune réponse. Juste un bruissement léger, comme si quelque chose glissait entre les fleurs. Il fit quelques pas de plus. Puis s'arrêta net. Au centre du champ, un cercle s'était formé, parfaitement tracé dans la lavande, comme si les tiges avaient été couchées avec soin. Au milieu, un objet brillait faiblement. Antoine s'approcha, tremblant. Il s'agenouilla. C'était une broche ancienne, argentée, ornée d'une pierre violette. Mais surtout, enroulé autour de la broche, un fil rouge, cette fois beaucoup plus long, enroulé comme une spirale, terminant par un nœud précis. Un nœud si serré qu'il semblait impossible à défaire. Le vent se leva soudain, et il crut entendre un rire d'enfant, léger, presque heureux, tournoyer autour de lui avant de s'évanouir. Antoine sentit la panique l'envahir. Il se releva trop vite, chancela, et courut vers le village. Il ne se retourna pas. Il ne vit pas, derrière lui, le cercle s'élargir, doucement, comme si quelque chose sous la terre respirait. Lorsqu'il arriva chez lui, essoufflé, les volets étaient grands ouverts. La porte aussi. Sa femme l'attendait dans l'entrée, hagarde, la voix tremblante. Lucille n'est plus dans son lit. Le silence qui suivit fut plus glaçant que n'importe quel. La nouvelle de la disparition de Lucille se répandit avant l'aube, telle une onde de choc. Les habitants se rassemblèrent devant la maison des Reynaud, certains encore en chemise de nuit, d'autres le visage marqué par l'angoisse. Personne ne parlait de simple fugue. On ne cherchait pas à se rassurer par des hypothèses rationnelles. Chacun savait, au fond de lui, que Lucille n'était pas partie de son plein gré. La mère de Lucille, effondrée, répétait sans cesse que la fillette dormait paisiblement lorsqu'elle était allée vérifier, quelques minutes avant le retour d'Antoine. Aucun bruit, aucune porte, aucune fenêtre forcée. Comme si Lucille avait suivi quelqu'un, ou répondu à un appel. Le capitaine arriva rapidement et organisa des recherches. Des lanternes furent distribuées. Les hommes du village, même les plus incrédules, prirent fourches, bâtons, lampes et s'engagèrent vers les lavandes. Antoine, ravagé par la culpabilité, guida le groupe jusqu'au cercle qu'il avait vu quelques heures plus tôt. Mais lorsqu'ils atteignirent le champ, le cercle avait disparu. La lavande se dressait droite, uniforme, comme si personne n'avait marché là depuis des semaines. Aucun signe de passage. Aucun objet. Aucune trace. Pas même l'empreinte de pas d'Antoine. Les hommes échangèrent des regards lourds. Certains reculèrent d'un pas, comme si la terre pouvait s'ouvrir sous leurs pieds. « Vous mentez, Antoine !» lança quelqu'un. Mais la voix n'avait pas de conviction, seulement de la peur. Antoine, tremblant, jura sur tout ce qu'il avait de plus cher qu'il disait vrai. Et au fond, tous le savaient, ce qu'il décrivait correspondait trop au récit du passé. Le capitaine ordonna qu'on fouille tout le champ, rangée par rangée. On forma une chaîne humaine. Le soleil se levait, jetant une lumière pâle sur les tiges mauves qui semblaient frissonner sous la rosée. On avança lentement. Mais à mesure que les heures passaient, aucun signe de la fillette. Ce fut le maire, Lucien Delmas, qui rompit le silence, sa voix brisée. « Il est trop tard. Quand la lavande prend, elle ne rend pas. Pas vivante. » Un murmure de stupeur s'éleva. Le capitaine se retourna vers lui, furieux. « Que savez-vous, monsieur le maire? Et depuis combien de temps ?» Delmas ferma les yeux. Sa mâchoire se crispa. Puis, sans un mot, il fit demi-tour et marcha vers la mairie. Le capitaine le suivit. Ils traversèrent le village sous les regards lourds des habitants, qui ne tentaient même plus de cacher leur terreur. Dans le bureau du maire, Delmas ouvrit une armoire ancienne et en sortit une boîte en bois. Il la posa sur la table. L'objet était recouvert d'une fine couche de poussière, mais un symbole y était gravé, un cercle interrompu par un fil, exactement comme la marque trouvée près de la clavicule de la jeune femme morte. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un cahier jauni, aux pages fragiles, rempli d'une écriture serrée, daté des années 1920. C'était le journal de Jeanne de Salins, institutrice du village à l'époque de la première affaire. Delmas inspira profondément et commença à lire, d'une voix faible. 14 juin 1927. Aujourd'hui, Élise n'est pas venue en classe. Les enfants murmurent qu'elle a été vue hier soir, marchant vers les lavandes, comme hypnotisée. Sa mère dit qu'un fil rouge avait été noué à son poignet, là où, enfant, on lui attachait un ruban pour la protéger du mauvais sort. Mais le fil, ce fil-là, n'était pas le sien. Le capitaine prit le cahier et lut à son tour. 16 juin 1927. Nous avons retrouvé Élise, mais elle ne respirait plus. Les hommes l'ont portée jusqu'au village. Elle semblait dormir, ses mains posées sur son ventre. Un fil rouge entourait encore son poignet. Le prêtre a murmuré que la terre avait repris ce qui lui était dû. Depuis,
Les anciens murmurent que tous les 40 ans, la lavande réclame une âme. 40 ans. 1927 plus 40 égale 1967. Nous étions en 1968. La date avait glissé, peut-être parce que le village avait tenté de briser le cycle. Ou de l'oublier. Mais le retour avait eu lieu malgré tout. Le capitaine referma le cahier. Ses mains tremblaient légèrement. Si ce que ce journal dit est vrai, alors Lucille est encore en vie. Si nous agissons avant. Il n'acheva pas sa phrase. Le maire le regarda droit dans les yeux. Si la lavande l'a prise, capitaine, elle ne reviendra que si quelqu'un prend sa place. Le silence qui suivit fut profond, lourd comme une condamnation. À cet instant précis, une cloche retentit au loin. Pas celle de l'église. Non. Un son venu du champ, comme un tintement métallique. Un appel. Un écho du passé. Le capitaine se leva brusquement. Ses traits s'étaient durcis. Il n'avait plus l'intention d'écouter les superstitions. Il avait une enfant à sauver. Il prit le cahier sous son bras. Je découvrirai ce que s'est passé. La vérité. Toute la vérité. Et je ramènerai cet enfant. Mais alors qu'il franchissait le seuil du bureau, le maire murmura. Faites attention à ce que vous appelez vérité, capitaine. Parfois, la vérité a un prix. Le couloir semblait plus long qu'à l'aller. Chaque pas du capitaine Durand résonnait contre les murs de pierre, comme si le bâtiment lui-même absorbait et renvoyait l'écho de ses mots. La vérité a un prix. Dehors, la nuit provençale avait avalé les dernières lueurs du crépuscule. Les cigales s'étaient tues, remplacées par un silence lourd, presque menaçant. On aurait dit que même la nature retenait son souffle. Durand inspira profondément l'air parfumé de lavande, mais ce soir, ce parfum n'évoquait plus la tranquillité des paysages de cartes postales. Il semblait entêtant, presque écœurant, comme si les fleurs saturaient l'atmosphère pour masquer autre chose, quelque chose de plus sombre, enfoui sous des décennies de silence. En descendant les marches de l'hôtel de ville, il aperçut, au bout de la rue, la silhouette frêle de sœur Angélique, une religieuse du village, qui refermait la porte de l'église. Elle leva la tête, le vit, et son visage se crispa, comme si elle voulait lui dire quelque chose, mais elle se ravisa. Elle inclina simplement la tête et disparut derrière les lourds battants. Durand sentit un frisson courir le long de son échine. Il n'était plus seulement question d'un corps retrouvé dans un champ de lavande. Il y avait, dans ce village, une peur ancienne. Une peur partagée. Une peur qui avait appris à se taire. Sur le chemin du retour, il croisa à nouveau ce panneau en bois sculpté à la main, planté à l'entrée de Valréa depuis des décennies. Bienvenue à Valréa, terre de lavande et de lumière. Mais à la lumière du lampadaire, une ombre s'étirait sur les mots. Le lumière semblait barré, effacé, déformé par la nuit. Un chien errant grogna à proximité, comme s'il percevait quelque chose que l'œil humain ne pouvait comprendre. Durand monta dans sa voiture, mais avant de tourner la clé, son regard fut attiré par un détail. Sur le pare-brise, quelqu'un avait glissé un brin de lavande. Un seul. Attaché avec un ruban noir. Il regarda autour de lui, aucune silhouette. Aucune porte qui se referme. Aucune trace. Juste ce brin, symbole silencieux d'un avertissement ou d'une invitation. Il le prit entre ses doigts. Il était encore frais. Quelqu'un venait tout juste de le déposer. Lorsqu'il porta le brin à son nez, une odeur légèrement différente, plus métallique, lui parvint, comme un effluve de fer, de sang séché. Durand alluma le moteur. Les phares percèrent la rue étroite, révélant un village figé, comme si chaque maison observait son départ derrière des volets clos.